Sahana vavatu Sahanao bhunaktu Sahaviryam karavavahai. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Namasté. Il y a un sujet dont j'ai vraiment très envie de vous parler, c'est le sujet de la méditation, et plus particulièrement le sujet de la méditation selon le yoga. Je ne prétends pas faire le tour d'un si vaste sujet dans un petit podcast comme celui-ci. Néanmoins, il y a quelques idées auxquelles je souhaiterais tordre le cou dans ce petit podcast et présenter les choses d'une manière assez traditionnelle, mais néanmoins innovante. Donc on va diviser ce podcast en 4 parties. Tout d'abord, quelle est l'histoire de la méditation et comment elle est arrivée jusqu'à nous. Ensuite, quels sont les prérequis pour méditer, que signifie méditer, quels sont ses effets et quels sont quelques exemples. Et enfin, quelles sont les implications philosophiques de la méditation selon le yoga. Alors l'histoire de la méditation et l'histoire de la méditation en Occident. La méditation est arrivée chez nous via ce qu'on appelle le bouddhisme zen. Donc le bouddhisme zen, tout d'abord, c'est une partie du bouddhisme. Le bouddhisme est beaucoup plus large que le bouddhisme zen. Et il est arrivé avec cette pratique qui consiste à s'asseoir les yeux fermés et à observer sa respiration ou à placer son mental dans le vide et à ne s'accrocher à aucune pensée. Le mot zen est un mot qui vient directement du mot qui signifie méditation en sanskrit. Donc le mot qui signifie méditation en sanskrit, c'est dhyana. D-H-Y-A-N-A. Dhyana. Dhyana, c'est la manière de méditer traditionnelle en Inde. D'ailleurs, dans certains textes qui décrivent les fondements philosophiques de l'univers, on leur demande comment est-ce qu'on peut découvrir ces fondements philosophiques et ils disent méditer selon le yoga. Donc, la méditation selon le yoga est certainement un point absolument central de la pratique spirituelle indienne, de la pratique spirituelle ancestrale indienne. Alors, ce mot dhyana a perdu son A en Inde du Nord, comme ça se fait souvent dans les mots, avec les mots sanskrits, par exemple Arjuna qui devient Arjun, des choses comme ça, Asana qui devient Asana. Et puis il y a eu beaucoup de contacts avec la civilisation chinoise. L'Inde et la Chine partagent beaucoup de choses en commun. Et en Chine, le dhyan est devenu quelque chose comme Chen ou Chen. Et là, pardonnez-moi, je ne parle pas chinois. Et puis, c'est arrivé chez les Japonais où c'est devenu Zen. Donc, le bouddhisme Zen est un bouddhisme qui a ses racines dans la méditation yogique. D'ailleurs, le Bouddha, le prince Siddhartha, le Bouddha, a énormément pratiqué le yoga avant de devenir le Bouddha et il s'est inspiré des outils du yoga pour mettre en place ses méditations. Donc la tradition indienne, qu'on appelle aussi tradition védique parce qu'elle vient des Védas, les Védas étant les textes fondateurs de la civilisation indienne,
La civilisation védique porte en elle-même une pratique méditative unique, rare et qui a été beaucoup copiée. D'accord ? Par la suite. Donc si on veut réellement parler de méditation, je pense que c'est intéressant qu'on puisse comprendre, aujourd'hui on en a les moyens, qu'on puisse comprendre ce qui est à la racine de ce type de pratique. Et ce sont des méditations qui existent encore aujourd'hui. Alors la méditation, qu'est-ce que c'est ? La méditation, d'abord, c'est un processus dynamique selon le yoga. C'est un processus dynamique dans lequel nous essayons de rentrer en résonance, d'avoir un partage énergétique avec un objet de contemplation. Et donc on va, pour ce faire, utiliser ce qu'on appelle des mantras qui sont répétés pour garder à l'esprit l'objet avec lequel on essaye de se connecter. Cette répétition se fait avec la visualisation de la signification de l'objet sur lequel on médite. C'est ce que Patanjali appelle Tad Artha Bhavanam. Bhavanam, c'est la visualisation. Tad Artha, de la signification de l'objet. Donc la méditation est un processus très conscient, très actif, dans lequel on essaie de garder présent à notre esprit un objet en particulier avec lequel on essaye de tisser un lien. Cette fréquentation quotidienne de cet objet va petit à petit transformer la personne qui médite. Elle va doucement recevoir les qualités de l'objet sur lequel elle médite. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de stabilité, par exemple qui vit un divorce, qui vit un changement professionnel, qui change de pays ou des choses comme ça, cette personne-là pourra par exemple méditer sur une montagne. Le mot montagne en sanskrit c'est parvata. Et donc méditer sur la montagne tous les jours en visualisant la solidité de la montagne, en visualisant la force de la montagne, l'ancrage de la montagne, petit à petit, la personne qui médite dessus va gagner en stabilité et sera beaucoup plus ancrée dans sa vie. On peut par exemple également méditer sur le soleil. Quand on vit une phase plus lourde, quand on est un peu plus déprimé ou qu'on a beaucoup de nuages à l'intérieur de nous-mêmes ou dans notre mental, on peut méditer sur le soleil, visualiser le soleil, visualiser la lumière du soleil et réciter un des très nombreux mantras qui existent sur le soleil. On peut également, par exemple, méditer sur un arbre. Et ça peut même être un arbre particulier qu'on apprécie, avec lequel on a un lien. Un arbre qui a des racines qui vont profondément dans le sol, qui a un tronc très solide, qui est très fertile, qui donne de nombreux fruits. Et donc, ces méditations sont réalisées déjà dans un état particulier pour que l'objet de méditation, l'arbre, le soleil, la lune, puisse doucement nous transformer de l'intérieur. Et c'est là qu'il y a des prérequis à la pratique de la méditation. Il ne suffit pas de s'asseoir, de répéter un mantra et d'essayer de se souvenir de la signification du mantra. Il faut déjà avoir une capacité d'aller profondément à l'intérieur de soi. Donc la méditation, c'est le résultat déjà d'un long entraînement et d'une longue pratique de yoga. Et cette pratique a pour objectif de stabiliser le mental, qu'on ait la capacité de rester longtemps concentré sur un objet. Et concentré, j'entends par là, pas avec le mental externe, c'est-à-dire, vous savez, le hamster qui court dans sa roue et qui rumine, et qui juge, et qui pense, etc. L'idée de se concentrer dans le yoga, c'est plus l'idée d'aller à l'intérieur de soi,
dans le mental interne, donc dans le mental qui est plus lié à la création artistique, dans le mental qui est plus lié à l'intuition, qui est plus lié à l'intériorisation, à ces choses-là. Et donc, cette capacité d'aller à l'intérieur de soi nécessite déjà une certaine stabilité mentale. C'est pourquoi dans le yoga, on insiste tout d'abord pour commencer à pratiquer ce qu'on appelle les asanas, donc les postures de yoga, les respirations dans asana. Le pranayama, c'est la discipline du souffle. Pratyahara, ce qu'on appelle le retrait des sens. Avoir la capacité à diriger nos sens à l'intérieur de nous comme une tortue qui ramène ses pattes et sa tête à l'intérieur d'elle-même. C'est aussi la pratique de ce que l'on appelle communément dans le yoga les yamas et les niyamas, c'est-à-dire certaines disciplines relationnelles, par exemple tendre vers la non-violence, essayer d'être authentique, ne pas voler, ne pas mentir, mais aussi cultiver une certaine forme de pureté intérieure, une certaine forme de discipline. Voilà tous les prérequis qui permettent tout d'abord de pouvoir stabiliser le mental. Et même quand on pratique le yoga depuis longtemps, ce sont des exercices que l'on doit faire tous les jours, et notamment avant de méditer pour être prêt à méditer. Donc la pratique des postures, asana, se fait tous les jours. La pratique du pranayama, elle se fait tous les jours, même quand il s'agit de méditer. On ne peut pas juste prendre un des aspects de la philosophie de Patanjali, du yoga, et dire ok, je ne fais que cet aspect-là. C'est pas comme ça que cela fonctionne. Donc vous voyez que pour pouvoir méditer, il faut déjà avoir une approche dans sa vie qui permette cette méditation. C'est-à-dire qu'il faut déjà une certaine discipline qui est installée et il faut une certaine hygiène de vie. D'accord ? Si les organes des sens sont fatigués à cause d'une très longue journée, on peut pratiquer le yoga. Mais ce ne sera certainement pas une méditation au sens où Patanjali l'entend. Le mot méditation est un mot qui est très élevé dans la philosophie du yoga. Comme je vous le disais, il y a de nombreux prérequis. En outre, l'objet de la méditation, c'est bien de pouvoir en discuter avec son propre professeur parce que nous-mêmes ne savons pas toujours ce qui est bon pour nous. Il y a une très grande différence dans le yoga entre ce qu'on désire et ce qui est bon pour nous. Très souvent, par exemple, on va se diriger vers des objets qui vont nous donner des qualités qu'on a déjà. Et on ne va pas toujours apprécier des objets qui viennent nous amener des qualités qu'on n'a pas encore ou qu'on devrait développer. Par exemple, souvent les personnes qui ont beaucoup de feu intérieur sont très attirées par le soleil comme objet de méditation. Ou des personnes qui sont assez inertes sont attirées par des objets comme la montagne. Alors que pour quelqu'un d'inerte, le soleil est meilleur parce que le soleil bouge, il traverse le ciel la journée. Et pour quelqu'un qui a beaucoup de feu à l'intérieur, peut-être que la lune est meilleure parce qu'il y a de la lumière, mais c'est une lumière douce, c'est une lumière froide. Donc cette méditation est avant tout une pratique, c'est une pratique ancestrale et c'est une pratique qui n'est pas simple, qui demande un réel engagement. Et mon hypothèse personnelle, c'est que les pratiques méditatives qu'on voit aujourd'hui, notamment dont on s'inspire dans la pleine conscience, le mindfulness, le bouddhisme, etc., sont des méditations qui, au départ, ont pour racine la méditation du yoga, mais qui ont été simplifiées. Pas besoin de pouvoir répéter des mantras, pas besoin de pouvoir visualiser quelque chose, d'être en contact avec un professeur. Donc ce sont des méditations qui ont énormément de bienfaits et qui peuvent facilement être distribuées à tout le monde sans discrimination. Tout le monde peut s'asseoir, le dos droit, fermer les yeux, observer la respiration, attendre que les pensées passent, le cerveau se régénère. Il est prouvé que ça a tout un tas de bénéfices fantastiques. Mais c'est aussi une méditation qui a pour faciliter de ne pas demander une énorme discrimination. La pratique traditionnelle du yoga, qui est à la base du processus de méditation tel qu'on le connaît historiquement, je vous l'ai expliqué tout à l'heure grâce à l'étymologie du mot, est une pratique qui demande un engagement un peu plus sérieux
et qui, par conséquent, est une pratique qui est un peu plus transformative également. Ceci étant dit, mon but n'est absolument pas de mettre l'un et l'autre en compétition, mais de rendre à César ce qui est à César, et comme je vous l'ai dit, il y a d'extraordinaires bénéfices également à la pratique telle qu'elle est conçue en Occident pour le moment. Mais il est intéressant de voir les différences pour voir dans quelle direction on souhaite aller. Alors, cette méditation dans le yoga, elle a aussi des implications philosophiques. Parce que pour pouvoir méditer sur un objet, il ne suffit pas de placer son mental dans le vide. Pour placer un objet dans sa conscience, il faut une conscience. Donc il faut accepter que la conscience existe, que la conscience est un sujet en soi, que la conscience fasse partie des fondements philosophiques ou des fondements, ce qu'on appelle les fondements anthropologiques. Alors il faut aussi un objet qui fait face, c'est-à-dire qu'il faut un objet qui existe. On ne peut pas dire que le soleil est une illusion, on ne peut pas dire que la lune est une illusion, on ne peut pas dire que l'arbre soit une illusion, comme ça se dit également dans certains bouddhismes ou dans certaines philosophies indiennes. Non, l'arbre sur lequel je médite existe et la conscience avec laquelle je médite existe également. Et puis enfin, il y a un processus qui doit pouvoir prendre forme grâce à la discipline du mental. Comme je vous l'ai dit, il y a des prérequis, et donc le mental devient une espèce d'intermédiaire, un pont, un lien entre l'objet en question et la conscience. Et c'est lui qui va amener doucement cet objet au plus proche de notre conscience intérieure. Et donc ce mental doit être discipliné et c'est lui qui est responsable du processus de méditation, du flux de la méditation. Donc vous voyez, pour pouvoir méditer comme le yoga le recommande, il y a aussi 3 fondements philosophiques qui sont importants. Donc la conscience, qu'on appelle Purusha en sanskrit. Il y a l'objet de méditation qu'on appelle Shubhashraya ou bien Vishaya. Et enfin, vous avez le mental lui-même qui fait le lien entre la conscience et l'objet de méditation. Donc, voilà où je souhaitais arriver aujourd'hui pour la méditation selon le yoga. Vous voyez qu'il y a des différences avec ce qui a pu se faire par ailleurs. Mais je reste convaincu qu'au départ de toute pratique méditative traditionnelle, ou qui se réclame de la méditation, qu'à son origine, il y a la méditation du yoga, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est dhyana. Et même les autres écoles philosophiques indiennes disaient, si vous voulez découvrir ce dont je parle, pratiquez la méditation selon le yoga. Donc il y avait un type de méditation, dhyana, mais ce type de méditation, c'est exporté, c'est simplifié et c'est adapté. Alors est-ce que vous souhaitez revenir aux sources de la méditation ou pas? Ça, c'est un choix personnel et c'est un choix que je ne me permettrai pas de juger. Mais simplement, je pense qu'il est important de pouvoir ouvrir les portes et de pouvoir un peu tordre le cou à certaines idées. La méditation, ce n'est pas uniquement fermer les yeux et attendre. D'accord? Donc voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à consulter mon site internet si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Mitra, mitra-yoga, yoga.be, mitrayoga.be. Voilà, merci pour votre attention. Namasté. Shanti, Shanti, Shanti.